Bonjour, vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen. Je m'appelle Jacques Monin, je vous propose de vous emmener à la rencontre des auteurs que vous aimez. Et aujourd'hui, c'est Gaëtan et Paul Brizzi qui vont nous accueillir. Si Paul devait plus faire partie de ma vie, je pense que je pourrais plus travailler. On est nés ensemble, on a vécu notre gémellité d'une façon vraiment intense. L'Enfer de Dante, Don Quichotte, Macbeth, Le Fantôme de l'Opéra, des adaptations de Boris Vian ou d'Honoré de Balzac, des illustrations aussi de nouvelles d'Edgar Poe, Paul et Gaëtan Brizzi, c'est un cas à part dans le monde de la BD. D'abord parce que les deux frères ont un univers bien à eux, sombre, nourri par le fantastique, la poésie, la grande littérature. Ensuite parce qu'ils ont un parcours atypique, ils ont effectué une grande partie de leur carrière dans le cinéma d'animation, y compris, on va le voir, aux États-Unis, chez Disney notamment. Enfin parce qu'ils dessinent à quatre mains, parce que les frères sont jumeaux, et c'est pour cela que dans ce podcast, vous ne saurez presque jamais en fait qui de Gaëtan ou de Paul s'exprime. J'ai choisi en fait de vous les faire écouter indistinctement, parce que plus je les écoutais, et plus je me disais que si à deux, ils dessinent une seule et même œuvre, eh bien leurs deux voix, elles aussi racontent finalement une seule et même histoire. Gaëtan et Paul Brizzi sont nés à la veille de Noël, en 1951, à Paris, d'un père ébéniste et d'une mère au foyer. À la maison, c'était surtout d'ailleurs leur mère qui s'occupait d'eux. Quel type de jumeaux vous étiez ? Vous étiez ces jumeaux qui sont habillés pareil quand ils sont enfants, qui font exactement la même chose, qui suivent la même scolarité, qui sont assis l'un à côté de l'autre à l'école ? Exactement, on correspond exactement à ce type de jumeaux très fusionnels. Faut dire que notre maman donc encourageait ça, à tel point quand on était gamin, si elle nous achetait des pantalons, elle disait, maman achète-nous des pantalons de couleurs différentes ou achète-nous un pull de couleurs différentes. Ah oui, vous avez raison, tout ça. Sinon on avait... Et c'est vrai qu'à l'école, les professeurs, les maîtres d'école, nous séparaient, nous étions un devant, l'autre au fond, être sûr que parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait une telle complicité entre nous qu'il fallait absolument casser ça. Mais c'est vrai aussi que nous avons quand même un caractère assez différent quand même. Donc, sur le plan professionnel, donc, cette fusion est restée très active. Sur un plan plus personnel, vie privée, nous n'avons pas du tout la même vie, Paul et moi. On a chacun notre parcours qui ne se calque pas l'un sur l'autre. Ça, on vous le laissera, c'est votre jardin secret. En revanche, le dessin, lui, il arrive quand ? En fait, le dessin nous est venu, on va dire, assez naturellement. Nous avons, montré des dispositions pour le dessin. Spontanément, Paul et moi, dès qu'on a eu un crayon dans la main, c'était vraiment pour dessiner. Vraiment. À quel âge ? C'était dans notre petite enfance, on a commencé à dessiner. Et ça avait été noté par nos maîtres et nos maîtres d'école qui disaient à nos parents, écoutez, vraiment, vos enfants ont l'air assez doués pour le dessin et tout ça. Et notre mère, donc, nous voyait bien ce qu'on faisait et donc nous a laissé cultiver cette activité, quoi. Et donc, ça nous est venu très naturellement. Et donc, il n'était pas question plus tard qu'on fasse autre chose que du dessin en tant que professionnel. On a toujours été attirés par ça, tout simplement parce qu'on avait ces dispositions-là, quoi. Paul ? On était encore au lycée, je me souviens, on était en terminale ou en première même. On a commencé un petit film d'animation, on était toute une petite équipe au début, et alors très vite, après on s'est retrouvés tout seuls à deux à faire ce petit film. On a eu la chance aussi de rencontrer ce merveilleux bonhomme, je dis bonhomme dans un sens affectif, que Paul Grimaud, qui était l'auteur de La bergère à Monheure. Qui était un ami de Prévert, Le Roi et l'Oiseau, qui est effectivement sa grande réalisation. Qui était un ami de Prévert, qui nous racontait ses histoires. Rue Bobillot, il avait cet atelier rue Bobillot, on allait des fois prendre une bière ou un café, il nous racontait ses histoires avec Jacques et Pierre Prévert, Saint-Germain-des-Prés, cette époque-là que lui avait vécu, et nous on était les yeux écarquillés. Comment vous l'aviez rencontré ? On l'avait rencontré grâce à un copain qui avait entrepris de le contacter pour nous aider justement dans la fabrication de ce film d'animation, pour qu'il nous prodigue des conseils. On nous a donné rendez-vous justement dans son atelier rue Bobillot. Il était très chaleureux, il nous a dit « Mais venez, tournez vos line tests ici ». Les line tests, c'est les prises de vue. Ouais, des prises de vue à la verticale en fait, du dessin.
Exactement, c'est-à-dire qu'on met les dessins sur une table, bien sûr, faite exprès pour ça. La caméra est verticale et on procède à une photographie de chaque dessin. C'est déjà un matériel sophistiqué que lui avait, bien sûr, et que nous n'avions pas les moyens de... N'oublions pas que nous étions simples étudiants, hein. Et grâce à lui, il nous a en plus encouragés. Il nous a dit, il est bien votre test, les gars, c'est pas mal votre truc. Je me souviens, il parlait un petit peu ce Parisien sympathique, comme ça, un petit type parisien comme ça. C'était comme un père professionnel, un papa pour nous professionnellement. Et ce projet de film, quand il s'est agi de trouver le titre, c'est Paul Grimaud qui nous l'a suggéré. Quand il dit, bon, c'est quoi le titre de votre truc, les gars? Et donc, on cherche, on sait pas. Moi, je vais te dire comment tu dois l'appeler, ton truc. Il disait toujours ton truc, il était sympa. Il disait, appelle-le c'est votre premier film. On dit, c'est une bonne idée, oui. Il faut juste dire un mot sur ce petit film. Il s'agissait d'un personnage qui était seul, qui se retrouvait dans une planète dévastée, inhabitée. Donc, il y avait une unité de personnages. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le titre 1, c'était pas simplement... Solitude, on est on est seul. Exactement. C'était pas simplement parce que c'était notre premier film, mais tout correspondait. Et donc, avec cet être unique, le titre prenait tout son sens. Et donc, très encouragé par d'abord notre famille, notre maman, et ensuite par Paul Grimaud, on a fini par finir ce petit film de 5 minutes. On l'a montré à l'époque, c'était en 1973 au Festival d'Annecy, qui est le festival d'animation qui se tient tous les ans à Annecy. Et puis ce petit film de rien du tout s'est fait remarquer. Et le service de l'ORTF à l'époque, parce que c'était pas encore la télévision privée, c'était l'ORTF, l'Office de radio-télévision française, nous a proposé de les travailler comme assistant dans le service animation, le service des arts graphiques de l'ORTF, ça s'appelait. À ce moment-là, les deux frères sont étudiants à l'École supérieure des Arts Déco de Paris. Ils laissent donc tomber leur formation pour intégrer l'ORTF et là, ils vont notamment réaliser un dessin animé qui ne les fera pas vraiment connaître, mais qui pourtant va devenir très célèbre. Nous avions à l'époque, et je pense que certaines personnes se souviennent encore de ça, conçu, animé et réalisé le générique à l'époque, ça s'appelait Stade 2, qui était un générique pour une émission de sport qui passait de manière hebdomadaire avec un chronomètre. On voyait une main qui appuyait sur un chronomètre qui se transformait en sportif et après on revenait toujours au chronomètre. Et donc ce générique restait presque 20 ans. Et les gens pensaient qu'à l'époque c'était déjà de l'ordinateur, mais on avait tout fait à la main. Alors l'ORTF, on n'est pas resté très longtemps finalement, parce qu'à l'époque, un monsieur nous avait suggéré l'idée de déposer un dossier auprès du ministère de la Culture pour postuler pour devenir pensionnaire de l'Académie de France à Rome, plus connue sous le nom de Prix de Rome. Donc nous croyions à l'époque que ce prix était réservé aux arts traditionnels comme la peinture, la composition musicale et puis la sculpture. Et il disait non, il y a aussi le cinéma. Depuis la réforme Malraux, le cinéma était rentré à la Villa Médicis. Et nous c'est du cinéma d'animation. Écoutez, montez le dossier et puis voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. On a monté notre dossier, on a montré notre petit film au jury du ministère de la Culture. Ils nous ont proposé le prix de Rome, c'est-à-dire l'idée de passer 2 ans à l'Académie de France à Rome, donc à la Villa Médicis, sur l'une des collines de Rome qu'on appelle le Pincio. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait notre valise. Paul et moi à l'époque nous étions encore célibataires, libres de toute entrave. Donc on a pris notre petite voiture, Fiat 128 coupé sport rouge, on met les valises dans le coffre et nous voilà partir, Paul et moi, au volant. Et le lendemain, on arrive à Rome.
puis on voit une grande grille avec une allée de lauriers. Et donc on se présente donc à la porterie, le concierge. Oui, nous sommes Paul et Guy Tambrizzi, on nous attend normalement. Oui, donc il vérifie. Oui, en effet. Bon, écoutez, je vous ouvre la grande grille et puis vous allez vous garer en haut, vous verrez, il y a un parking dans les carrés du jardin. Et puis on voit la grille s'ouvrir devant nous, on remonte dans la voiture et on avance devant cette allée de lauriers roses. Et là, on découvre la façade arrière, donc, avec sa grande loggia, les 2 lions qui tiennent avec leurs pattes sur la boule, et puis la fontaine avec le mercure devant les jardins magnifiques, les grands carrés de verdure. Voilà notre arrivée à la Médicis, donc finalement d'une position assez modeste, parce que nous sommes d'une famille assez modeste. Papa était fabricant de meubles. Nous voilà arrivés comme des princes à la Villa Médicis. Nous avions chacun notre chambre d'hôte. Vous travaillez à votre art sans qu'on ne vous demande jamais rien. Vous avez un atelier donc où vous travaillez, la salle de montage, tout ça. Et puis vous allez prendre votre repas à la table des pensionnaires. Et donc vous êtes servi par des domestiques sous les bustes des grands empereurs romains qui vous dominent depuis... c'est des hauteurs de 6 ou 7 mètres sous plafond. On est hors du temps, nous voilà, on a l'impression d'avoir changé de siècle, quoi. Et puis on travaille toute la journée, et puis le soir, finalement, on peut très bien dîner à la villa, mais nous avions décidé de mener la grande vie, et avec quelques amis, on se fait vite des amis, donc on allait toujours dîner en ville, on connaît tous les restaurants de Rome, on passait la soirée dehors, on rigolait, on restait un peu tard, et puis on se baladait dans les rues de Rome à rigoler, on rentrait dormir à la villa. Donc une vie de prince, la vie d'un autre temps. Et ça dure 2 ans, et donc chaque matin quand on se réveillait, que j'ouvrais mes fenêtres et que je voyais la coupole de Saint-Pierre de Rome, je me disais, il faut vraiment que je profite de chaque jour parce que ça va passer et je sens que quand ça sera terminé, ça va être triste. Il faut dire qu'en plus, quand on allait dans les jardins et qu'on retrouvait notre atelier, on passait devant l'atelier de Ingres, de Carpeaux ou de Debussy. On était non seulement fiers, mais on était heureux de pouvoir en faire partie, et on savait qu'il fallait qu'on jouisse de chaque journée. Le matin d'ailleurs, on se levait tôt pour aller travailler le plus vite possible. On voulait profiter vraiment de ces 2 ans. On savait que ça n'avait qu'un temps, mais on vivait vraiment comme les artistes de la Renaissance, parce qu'en plus, comme disait Gaëtan, on n'avait pas à rendre de compte. Tu fais ton film, tant mieux. Tu le fais pas, tant pis pour toi. Et c'est là qu'on a réalisé notre 2e court-métrage. Oui, un 2e court-métrage assez déroutant qui s'appelle Fracture. C'est un film qui se déroule dans un monde futuriste avec une bande-son qui propose des musiques de Tangerine Dream et de King Crimson. Ce petit film sera nommé d'ailleurs au César en 1978, mais avant cela, les frères Brizzi vont le présenter à la Villa Médicis à la fin de leur séjour, et ça va leur permettre de faire une rencontre plutôt inattendue. À la sortie de la projection, on avait fait aussi une exposition des dessins sur les murs de la villa. Et donc on voit ce monsieur qui regardait, on s'est dit mais c'est Fellini. Donc on était très heureux de pouvoir le rencontrer. Il nous a dit mais moi je trouve que votre influence est très littéraire. Je me souviens, il nous disait ça. Et donc on a rencontré un personnage comme ça, d'autres personnes comme il y avait le poète aussi Henri Michaud, Liliana Cavani. On a senti que c'était à la Villa, avec ce 2e film, qu'on avait mis vraiment le pied à l'étrier pour décider de faire vraiment de grands films d'animation. Parce qu'on entrevoyait la possibilité justement d'utiliser l'animation comme une technique pour raconter des choses différentes par rapport à ce que les gens avaient l'habitude de voir lorsqu'ils allaient voir des dessins animés. Fracture, c'est un univers aussi très très particulier. Comment on peut le résumer ? Enfin, c'est quoi ? C'est une recherche de liberté d'un personnage qui cherche la liberté, c'est quoi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un homme qui se retrouve dans une civilisation qui a été envahie par les plantes, et il essaie de trouver sa sauvegarde, sa salvation, si je puis dire, en exploitant l'énergie transmise par les plantes sur un espèce de vaisseau spatial végétal pour fuir la planète dans laquelle il n'a plus sa place. Donc c'est le désespoir de l'humanité, disons. C'est pas très gai, mais c'était ça.
ce court-métrage est devenu pour beaucoup de gens une référence. Moi, je vois des jeunes auteurs aujourd'hui, des jeunes qui ont vu ce film, qui les a profondément marqués. D'ailleurs, quand on a projeté le film à la Villa Médicis à l'époque, il y avait une jeune sculptrice qui s'appelait Katia, qui pensait qu'elle allait voir un film rigolo, comme on dit, Tex Avery. Et puis, quand le lendemain, j'ai vu cette Katia, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Ah, mais j'ai pas pu rester, c'était trop angoissant, je suis parti au milieu de la séance. J'ai commencé à angoissant. Mais je comprends pas, quand on vous voit tous les deux, vous êtes tout le temps à vous marrer, on rigole bien ensemble et tout ça, et vous faites des films vachement angoissants. Derrière Fracture, dans Fracture, il y a des influences comme Stanley Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace, un film comme ça qui nous a fait profondément marquer. Et donc, on peut retrouver un petit peu ce thème-là dans notre court-métrage. Et à ce stade de notre podcast, on va s'arrêter quelques instants justement sur l'imaginaire qui nourrit déjà, on le voit, les jeunes frères Brizzi. On l'a compris, Gaëtan, tout comme Paul, aime les univers fantastiques, oniriques, et cet imaginaire-là, il ne vient pas de nulle part. Notre inspiration a toujours été conduite par le cinéma et la peinture. La peinture avec de grands artistes visionnaires, notamment les visionnaires de la fin du siècle dernier, qu'on appelait les peintres symbolistes, et puis la littérature aussi, et le cinéma avec l'expressionnisme allemand. Si on mélange un petit peu tout ça dans un pot de peinture, disons qu'on sort nos films, nos livres de ce melting pot, disons. Mais on a tout le temps été inspiré par le visionnaire, le fantastique, l'étrange, le mystère, quitte parfois à dérouter un peu parfois le spectateur ou le lecteur, mais c'est tout le temps ce qui nous a inspirés. Nous lisions beaucoup des auteurs comme Boris Vian, par exemple, Edgar Poe, comme on dit. Donc, et puis on aimait beaucoup le genre nouvelle fantastique, parce que dans la nouvelle, c'est toujours des petits récits écrits par des centaines et des centaines d'auteurs, plus ou moins connus. Donc on a toujours été très attirés par ça, comme le disait Paul, par le mystère, par l'étrange et par des atmosphères, vous voyez. Et c'est pour ça que certains peintres comme Arnold Böcklin peigne ce mystère, une certaine mythologie, des univers parallèles. Un auteur comme Alfred Kubin, des gens méconnus maintenant, ont développé notre imaginaire. Nous, on aime beaucoup, à partir d'une feuille blanche, imaginer des choses. Je dis bien imaginer, mettre en image des concepts, des idées. Mais c'est vrai que c'était toujours nourri par des influences. Quand on a choisi de faire l'animation, c'était quoi ce choix ? C'était un choix qui refusait l'idée de faire ou peinture ou cinéma. On s'est dit, il y a un milieu qui peut conjuguer ces deux formes d'expression. C'est le cinéma d'animation. Et en choisissant le cinéma d'animation, nous n'avons pas choisi le cinéma d'animation pour faire rire les enfants et la famille. Nous avons choisi le cinéma d'animation pour sortir l'animation de ce ghetto, justement, qui dit dessin animé, dit on va bien rigoler. Pourtant, nous sommes des grands amateurs de Tex Avery, des grands Disney. Mais pour nous, l'animation nous permettrait de mettre en mouvement ces univers-là. Paul parlait tout à l'heure de l'expressionnisme allemand. Quels films, par exemple, vous ont marqué ? Quelles seraient ces références cinématographiques ? Les tout premiers Fritz Lang, comme une femme sur la Lune, ou même Nosferatu de Murnau, pour citer juste ces quelques exemples, le cabinet du docteur Caligari. Gaëtan ? Oui, Murnau, et même les films du docteur Mabuse de Fritz Lang nous ont toujours beaucoup marqués. Métropolis aussi. Tout à fait, oui. Alors c'est quoi ces films ? Ces films, justement, conjuguent le fantastique, l'étrange, le mystère, l'inquiétude, même tout ça. Mais il y a aussi une photo. Il y a une lumière. Il faut aussi citer La Belle et la Bête de Cocteau. Par manque de moyens, Cocteau ne savait pas, il n'avait pas assez de décors, et c'est Henri Alcan, qui était le directeur de la photographie à l'époque, dit « T'inquiète pas, on va mettre tout ça dans le noir, je vais te mettre un petit rideau, un petit projecteur là. » Et il a presque créé un style qui est basé sur le très haut contraste, tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le style de l'expressionnisme allemand. Un gros travail sur la lumière, sur l'ambiance, sur l'atmosphère. C'est tout cet univers-là que nous avons envie de relayer à travers l'animation.
Ça explique aussi pourquoi vous utilisez autant le noir et blanc ? Exactement, et justement pour revenir sur l'expressionnisme allemand, si vous regardez un petit peu les films que je viens de citer, ils ont aussi un aspect graphique. C'est-à-dire que notamment le cabinet du docteur Caligari, il y a des formes très nettes, très radicales, comme ça, des perspectives audacieuses. Et le cinéma muet a encore des trésors, les films de feuillade ou des choses comme ça, ils sont en plus empreints d'une poésie évidente. Donc tout ça nous parlait. Et c'est donc forgé par cet imaginaire et fort de la compétence qu'ils ont aussi acquise à Rome qu'en 1978, les deux frères vont rentrer à Paris. Seulement à ce moment-là, va se poser la question de la suite. On quitte la Villa Médicis, puis on trouve un monde tout à fait différent. Si on voulait continuer à travailler dans l'animation, il fallait qu'on rentre dans le marché, qui en fait, le marché c'était quoi l'animation ? C'était les films publicitaires, les films industriels, les films de commande. Donc on a ouvert une petite société, Gaëtan et moi, on s'est installé à Gentilly, qui était en fait une banlieue très proche de Paris, et on a commencé à faire des films publicitaires, des films de commande. Et finalement, votre studio est remarqué puisque Roman Polanski se tourne vers vous. Oui, à l'époque, donc, nous avons été mis en contact avec Roman Polanski à travers une maison de production qui nous avait commandité des films industriels. Il s'appelait Ercidan à l'époque. Et donc, le directeur, enfin, un des directeurs artistiques de cette boîte nous avait dit « Écoutez, il y a Roman Polanski, il cherche des bons storyboarders pour travailler sur son nouveau film, son prochain film. Et j'aurais montré ce que vous faites. Il voudrait vraiment vous rencontrer, quoi. » C'était Pirate à l'époque. C'était pour le film Pirate. Et donc, Roman Polanski avait vu donc nos autres storyboards qu'on avait fait pour différents films publicitaires et il trouvait qu'il y avait une patte qui l'intéressait. Donc nous l'avons rencontré et puis donc en effet nous avons travaillé, il nous a demandé de travailler sur le storyboard de Pirates, surtout sur des séquences les plus complexes, les plus lourdes comme les scènes d'abordage, les scènes difficiles à mettre en scène. Alors c'était très épisodique ce storyboard de Pirates parce que on a travaillé dessus, au bout de 3 mois on nous dit la production est arrêtée, il n'y a plus d'argent, tout ça. 6 mois après nous rappelait, on reprend la production et ça a duré à peu près 2 ans comme ça de ce régime parce que le film a connu bien des aléas parce que c'est un film très très cher à produire. Bien sûr ils avaient même construit un galion qui a mouillé dans la rade de Cannes pendant quelques temps. Chaque fois qu'on finissait une séquence, on la pitchait, comme on dit, on l'expliquait à Roman Polanski, et là, Roman nous disait « Là, j'aimerais bien quand même que je veux être juste avec ce personnage, il faut suivre ce personnage. » Donc, il nous demandait des modifications que, bien entendu, on faisait. Donc, on a pas mal appris en ce qui concerne des codes cinématographiques, les raccords de plan, des choses comme ça, qui correspondent aujourd'hui à la technique cinématographique, ce qu'on appelait la ligne des 180 degrés, des choses, je ne vais même pas les expliquer à ce micro, ça serait trop technique. Mais donc Roman avait une très très grande maîtrise de ça. Et les frères Brizzi vont bientôt se lancer dans un projet qui était pourtant assez éloigné de leur univers. C'est Astérix et la surprise de César. En 1984, la Gaumont est en effet empêtrée dans la réalisation de ce film. Le réalisateur qui a été choisi ne tient pas les délais. La Gaumont fait alors appel à Paul et à Gaëtan. Lorsqu'on nous a demandé de travailler sur Astérix, c'était au tout début comme assistant réalisateur. Le réalisateur était un Anglais qui semblait aller droit dans le mur à la vitesse à laquelle allait la production, et ils avaient décidé de changer le réalisateur et nous ont proposé, Gaëtan et moi, de prendre la réalisation. Vous étiez le plan B en fait. On était le plan B parce qu'on était arrivé en tant qu'assistant réalisateur et 1 an après peut-être ou 6 mois après, on devenait réalisateur. Et donc c'était le plan B. Mais les conditions étaient assez difficiles parce que nous dit Paul et Gaëtan, on croit que vous pouvez réaliser ce film, mais il faut que vous le fassiez en 1 an pour raisons contractuelles, etc. Et Gaëtan en échange nous dit d'accord,
on accepte le défi à la condition qu'on soit libre de changer complètement le storyboard, parce que tel que le storyboard est, c'est infaisable de tenir en un an. Donc on a eu cette expérience un petit peu exceptionnelle de produire le film tout en le reconcevant, en refaisant les storyboards. Normalement, la production commence une fois que le storyboard est terminé, pour ne pas perdre de l'argent. Et là, on avait cette espèce de difficulté à mener de front la production en dirigeant les animateurs, les décorateurs et toute l'équipe, tout en reconcevant certaines séquences pour qu'elles soient possibles d'être réalisées en temps et en heure. Mais Gaëtan, alors comment Albert Uderzo il vivait tout ça? Parce que ça devait être un peu stressant quand même. Pour Albert, pas du tout. Alors, il ne venait pas très souvent. Il nous faisait une confiance entière. Donc, il venait de temps en temps, tous les, je sais pas, on le voyait quoi, une fois tous les 3 mois. Hein. Il venait, on lui montrait les rushs, on déjeunait ensemble, tout lui allait. Hein, il n'avait jamais aucune note. Je me souviens qu'au restaurant, je lui dis, mais Albert, permettez-moi de vous poser la question. Je lui disais, vous ne faites plus de livres. C'était à une époque, bien sûr, où il avait beaucoup ralenti, il faisait moins d'Astérix. Il avait dû faire Le Grand Fossé ou je ne sais plus quel livre à l'époque. Il me disait, mais enfin, pourquoi voulez-vous que je me fatigue? Le livre est vendu dans 220 pays, traduit en je ne sais pas combien de langues, et tout ça, ça marche très bien. Donc pour lui, ça allait très très bien financièrement, ce dont je ne doutais pas, bien entendu, puisqu'il collectionnait déjà les Ferrari à l'époque. Maintenant, c'est vrai, ce que Paul a peut-être omis de dire, ce qui nous a attiré à faire Astérix, c'est l'idée de sortir d'un univers publicitaire industriel pour faire un long métrage cinéma. C'était pour le cinéma, un long métrage. C'était le premier des choses, quoi. Le premier vrai film, en fait. Polanski, c'était du storyboard. Voilà, le premier vrai film. Des films, on en avait fait des séries, mais un vrai film pour le cinéma, quand même, le cinéma, c'est toujours été notre première grande réalisation. Il y avait des Canadiens, des Anglais, des Espagnols, des Hongrois, des Grecs, des Italiens. Donc c'était une équipe cosmopolite, et donc la langue, on parlait tous anglais. Et le film, somme toute, est sorti en temps et en heure, et le film a eu un très très beau succès. Alors, il a eu un tel succès que le studio va monter en puissance aussi. Vous allez déménager, vous installer à Montreuil, et puis vous aurez là jusqu'à 40 personnes qui vont travailler avec vous. Ce qui nous a amené à nous agrandir, c'est le fait que juste après Astérix, 2 producteurs sont venus nous voir, suisses, qui voulaient faire une série qui s'appelait Le Piaf à l'époque. Il fallait produire 200 minutes, donc 200 épisodes d'1 minute, et dans notre petit studio qu'on avait récupéré donc à Gentilly, on s'est dit c'est impossible, il fallait absolument qu'on s'agrandisse. Il y avait aussi d'autres commandes qui arrivaient, et donc on a récupéré pas mal d'animateurs, tous les Français qui travaillaient sur Astérix, pour travailler avec nous, et d'autres. Et donc c'est pour répondre à ce besoin-là que nous nous sommes développés, avec l'espoir, en effet, que le studio aurait aussi d'autres commandes derrière. Et c'est ce qui s'est passé, puisque après nous avons fait Babar. Nous sommes devenus à l'époque le studio le plus important de France, hein. Mais par contre, c'était très très difficile financièrement de tenir le coup. C'est une époque où Paul et moi travaillions beaucoup, parce qu'on avait la casquette de chef d'entreprise et en même temps de réalisateur. Et quand vous avez 40 employés à tenir, de veiller à la qualité des productions, au délai tenu et surtout à au budget, respecter le budget. Donc on a compris ce que c'était que de devenir chef d'entreprise en France, et ça a été difficile. Je me souviens, à l'époque, on se battait avec des studios qui cassaient les prix, comme les studios japonais à l'époque, ou même canadiens. Donc pour qu'on soit compétitif, il fallait qu'on baisse nos coûts. Pour baisser nos coûts et pour garantir la qualité, c'était des semaines de 70 heures. Hein. Donc c'était très dur. Désormais chefs d'entreprise, dans un contexte tendu, les frères Brizzi envisagent de vendre leur studio de Montreuil. On est en 1988, 2 propositions de rachat se présentent alors à eux. L'une de Canal+, via sa filiale Ellipse, et une autre des studios Disney, studios américains qui envisagent de s'implanter à Paris pour assurer la sous-traitance des dessins animés conçus à Los Angeles. On a trouvé cette possibilité de rachat par Ellipse comme une planche de salut pour finalement sauvegarder les emplois et continuer de travailler. Mais parallèlement,
Disney, le groupe Disney, s'est intéressé à notre studio et s'est vite trouvé un petit peu le dilemme pour Gaëtan et moi de choisir qu'est-ce qu'on fait. On vend à Canal+ ou on vend à Disney. Je me souviens même à l'époque de Canal+, on devait même prendre la réalisation d'une série Tintin qui aurait permis aussi de stabiliser mieux notre studio. Mais le choix était là. Et finalement, on a choisi, disons, entre guillemets, le prestige, le nom Disney. Même si certains disaient « ne faites pas ça, vous vendez votre âme au diable », tout ça. Mais notre âme, on l'avait déjà vendue au diable dès lors qu'on faisait des films publicitaires. On voulait continuer à progresser, à améliorer notre savoir-faire et rester dans l'animation. Et très vite, Disney a été une planche de salut pour nous et c'est Disney qu'on a choisi. En devenant directeurs généraux, donc à parts égales, Paul et moi, pour diriger le studio, il est vrai que les projets nous arrivaient de Los Angeles. C'était Picsou, c'était Goofy, c'était des séries télé inspirées du livre de la jungle, etc., etc. Alors bien, ça a été bien entendu un grand soulagement sur le plan financier, sur le plan confort, sur le plan... Le studio s'est beaucoup développé, on a encore embauché d'autres personnes, on a modernisé notre équipement, mais très vite, sur un plan purement artistique, nous restions sur notre faim. Il y avait une forme de frustration. C'est ce que j'allais dire. C'était malgré tout très frustrant parce que finalement on s'est dit on fait de la sous-traitance, c'est-à-dire le mieux possible bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient venus nous chercher, c'est qu'ils avaient reconnu la compétence chez nous, mais de l'autre côté bien sûr on perdait toute possibilité de création. Et c'est ce qui s'est passé. On se sentait malgré tout frustré parce que tout venait mâcher depuis Los Angeles. Et cette frustration va pousser les frères Brizzi à bouger. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas encore pu exprimer ce qu'ils ont en eux. Ils vont donc en parler à leurs propriétaires, les studios Disney, en allant les voir, leurs patrons, là où ils se trouvent, c'est-à-dire à Los Angeles. À l'automne 1992, Gaëtan et Paul prennent donc l'avion et ce voyage va tout changer. Quand Disney sortait un grand long métrage, à l'époque c'était Aladdin, je crois, un peu. Il y avait ce qu'ils appellent la wrap party, la fête de wrap, c'est quand on défait un cadeau, quoi, pour célébrer la sortie d'Aladdin. Alors ils invitent tout le monde à Los Angeles dans des grandes fêtes, des grandes soirées avec orchestre, avec vraiment des soirées fastueuses, vraiment. Nous avions été invités. On était là, tous les deux, là on profitait de toute la nourriture, des glaces, des desserts, de la musique. Et puis Paul me dit un jour, tu vois, c'est là qu'il faut être, il me dit Paul. Ben oui, mais... Et Paul il dit, bon, mange ta glace, t'inquiète pas. Et puis Paul disparaît. Il revient, une demi-heure après, j'ai dit, il est où mon frère? Parce qu'on était des centaines de personnes, hein, grosse fête, grosse stuff, comme on dit. Paul revient, il me dit, bon ça y est, demain on a un rendez-vous avec Peter Schneider, directeur du département long métrage cinéma. Je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on le voie et tout ça. Et lui nous connaissait de réputation, Peter. Et Paul donc nous a décroché dans les 48 heures donc un rendez-vous. On va à ce rendez-vous. Et Peter Schneider nous dit, écoutez Paul Gaëtan, moi je crois que vous avez beaucoup de talent, mais le problème c'est que nos réalisateurs, ils sont à Los Angeles, vous êtes à Paris. Par contre, si vous êtes prêt à venir ici à Los Angeles, on peut tout à fait envisager en effet de vous récupérer dans le département long métrage d'animation. Donc tout d'un coup, tout devenait possible. Nous avons pris donc cet accord avec Disney que nous laissions tomber le poste de directeur général de Walt Disney Animation France, notre studio qu'on aimait quand même, pour partir à Los Angeles et travailler à l'essai sur un long métrage. À l'époque, c'était Le Bossu de Notre-Dame, avec les réalisateurs américains, et qu'on serait, si tout va bien, réalisateur de séquences. Et c'est ainsi que va débuter la carrière américaine de Gaëtan et Paul Brizzi. C'est un pari risqué en fait pour eux, parce que ce qu'on leur propose, c'est d'abandonner la direction du studio parisien pour une simple période d'essai aux États-Unis. Mais ils décident de jouer leur va-tout, et nous verrons comment les choses vont tourner dans le deuxième épisode.